Merci, Monsieur le Président. Oui, alors 4 questions courtes que je vais rassembler en une même grande question. Les 3 premières concernent la gestion de crise. Imaginons qu'on ait un événement à gérer. Alors la première question concerne la gestion des populations. Pensez-vous disposer de suffisamment de matériel pour pouvoir évacuer les populations d'une zone concernée par un accident nucléaire civil? Ce qui m'avait marqué lors de la mission au Japon Fukushima, c'est qu'à un moment donné, le Premier ministre avait demandé à ses équipes d'envisager l'évacuation de 35 millions de personnes. Donc j'imagine que les moyens sont tout à fait conséquents pour pouvoir y arriver et parvenir. Donc disposez-vous en France de moyens suffisants? Et selon vous, quelle est la limite de nombre d'habitants qu'il est facilement possible d'évacuer avec vos moyens? Ensuite, s'agissant toujours de la gestion de crise, est-ce que vous tenez compte des effets dominos, c'est-à-dire d'un accident nucléaire qui serait provoqué par la survenue de notre aléa, qui pourrait être technologique ou climatique? Et avez-vous la capacité à traiter simultanément plusieurs crises? Toujours sur la gestion des crises, troisième et dernière question, quelle coopération existe avec d'autres forces d'intervention? Je pense notamment à l'armée. Avez-vous des protocoles d'intervention communs, des exercices de gestion de crise que vous réalisez ensemble? Et au-delà de l'armée, y a-t-il des coopérations européennes sur le sujet? Et enfin, au-delà de la gestion de crise, après, c'est l'après-crise. Êtes-vous concerné par la résilience des territoires? Alors, vous nous avez évoqué la continuité des activités économiques et la bonne information des populations pour qu'elles aient un comportement adéquat, ce qui sont des éléments de résilience. Au-delà, êtes-vous responsable de la décontamination des territoires qui auraient subi un accident nucléaire? Merci. Rajoute Je ne touche plus à rien. Je rajoute un point sur la première question qui est posée par le collègue Philippe Bolo. Cette question nous interpelle parce que le ministre de l'Intérieur, quand il a été auditionné ici, nous a dit « Nous pouvons évacuer environ 500 000 personnes. Au-delà, cela poserait des problèmes. » Je cite ce qu'il nous a dit. Et donc, évidemment, nous nous posons la question de ce qui se passerait en cas d'accident survenant dans une zone densément peuplée. On peut penser à la vallée du Rhône, mais il y en a d'autres ou sur une centrale qui serait proche, par exemple, de Paris, il y en a une, où la population à évacuer serait potentiellement supérieure à ce chiffre. Alors, sur le sujet de l'évacuation, d'abord repréciser, parce que c'est important que dans la nouvelle version des PPI, et ça répond à une de vos questions, mais je le précise, c'est que nous demandons au préfet qu'effectivement il y ait dans la zone des 2 à 5 km, enfin de 0 à 5 du coup, les données physico-pratiques de l'évacuation des populations qui sont incluses dans ce périmètre. C'est une des nouveautés également du plan. Alors, pour répondre aux 5 questions que vous posez, les évacuations de population de très grand volume, Fukushima, c'est 160 000 personnes qui, in fine, ont été amenées à bouger, comme un mouvement important, nécessite plusieurs conceptions. Ça va dépendre, j'allais dire, presque de l'événement. On peut imaginer dans des événements acinétiques extrêmement rapides, mais que ce soit nucléaire ou dans quelques autres domaines, qu'on n'ait pas le temps d'organiser l'évacuation. C'est le cas par exemple d'un tsunami. Si on a une alerte, qu'on vous dit dans une demi-heure, il y a une vague, la seule solution possible, c'est de dire, mais montez à partir de la hauteur qu'on aura prédéterminée. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Enfin, ce serait une fuite réflexe, si je puis dire. Dans une évacuation un peu plus concertée, il y a plusieurs domaines. Elle doit être d'abord extrêmement organisée parce que c'est une opération d'une complexité inouïe, à la fois sur le domaine des transports, entre ceux qui peuvent se mouvoir eux-mêmes, ceux qui ne le peuvent pas, les points de recueil, les points également d'alimentation, etc. La conception également des axes d'évacuation, parce que si on évacue, ça veut dire qu'il faut quand même continuer à amener des moyens sur zone. Et ça veut dire que pour réaliser ces opérations, il y a effectivement les forces qui sont mobilisées sur l'opération elle-même. Et ça veut dire qu'il va falloir mobiliser très largement derrière aussi et organiser la totalité de ces points de sortie. Ensuite, deuxième élément d'évacuation, on l'a malheureusement vécu il y a presque 80 ans maintenant, en 1940, on a vu qu'on a un énorme mouvement de population qui se crée. C'est on part combien de temps? C'est toute une chose quand on vous dit
vous partez la journée, ou vous partez, vous revenez dans 8 jours, vous partez, mais on ne peut pas répondre à la question revenez-vous. On le voit dans certains exercices, se posent immédiatement des sujets d'une complexité sans nom, sur des secteurs ruraux, agricoles, les animaux, on ne va pas les évacuer, ils vont rester à la ferme, qu'est-ce qu'on va en faire, comment on les traite, etc. Enfin, c'est des questions qui sont d'une complexité réellement opérationnelle très complexe. Par ailleurs, l'évacuation, nous ne disposons pas, c'est un point important, nous ne disposons pas aujourd'hui en France d'un vecteur réglementaire législatif porté par un support législatif qui nous impose l'évacuation. Quelqu'un peut nous dire, moi je reste. Ça m'arrive dans toutes les crises d'avoir des gens qui disent je reste, et on leur dit mais vous allez mourir. C'est mon problème. C'est un sujet qui doit être posé de manière générique. Sur la crise Irma, on a des gens, on s'est retrouvé avec des gens qui nous disaient, mais alors que nous savions que le quartier allait se retrouver sur plusieurs mètres d'eau, qui nous disaient, mais oui, mais ça c'est pas grave. In fine, ils sont quand même partis. Voilà. Lors des inondations, je regarde mon collaborateur chargé des opérations, lors des inondations du mois de janvier, il y a des gens qui vous disent, je reste chez moi. Et du coup, ça génère, pour les forces de sécurité en général, et donc j'inclus évidemment les forces de secours dedans, ça génère le fait qu'en plus, il faut aller voir si les gens sont là, etc. Ça génère de la complexité. Alors ensuite, quel est le niveau d'évacuation possible? D'abord, vous dire que nous n'avons pas de moyens en propre pour évacuer. C'est-à-dire, il n'existe pas de trains spéciaux, il n'existe pas d'avions dédiés à ça, on n'a pas d'autobus dédiés à ça, donc ça veut dire qu'on va mobiliser par acquisition les moyens disponibles. Nous sommes un pays où nous en avons quand même énormément pour le faire. Ensuite, et bien évidemment, beaucoup de gens s'évacueront par eux-mêmes, c'est-à-dire par voie routière. Une majorité de Français ont un véhicule. Donc, mais il va falloir quand même l'organiser que ça. Ensuite, quelle est la limite? La limite va dépendre en tout cas d'abord de la nature de l'accident, des éléments d'expertise, des décisions qui sont prises. Nous estimons que passer un certain niveau, donc le ministre intérieur indiquait 500 000 habitants, ça correspondait à un certain nombre d'agglomérations que vous avez citées, l'évacuation après devient aléatoire, et d'ailleurs, à ma connaissance, aucun pays moderne n'a procédé à de tels mouvements de population sur des temps courts, de manière totalement organisée. Donc ce serait quelque chose de totalement inédit, auquel nous réfléchissons bien évidemment, et nous travaillons. À ma connaissance, je ne crois pas qu'on ait en benchmarking, entre guillemets, le terme n'est pas très beau, qu'on ait quelque chose qui nous donne une solution qui puisse décliner, appliquer clé en main aujourd'hui. Et en tout cas, si quelqu'un nous la montre, évidemment, nous la prendrions. Donc on serait dans de la conception un peu aléatoire, organisée en tout cas pour le faire. L'un des sujets, les deux sujets qui seraient vitaux à gérer, c'est l'inquiétude. Parce que jusqu'à présent, nous évaluons tous les ans, à plusieurs reprises, plusieurs milliers de populations en même temps. Vous avez encore le cas le mois dernier. Vous avez encore beaucoup de bombes de la Deuxième Guerre mondiale dans un certain nombre de villes que nous découvrons, et il arrive fréquemment qu'on doit évacuer 10 à 15 000 personnes d'un secteur. Mais c'est une évacuation qui est extrêmement préparée plusieurs semaines à l'avance, avec une information porte à porte, vérifiée, etc., avec des points de recueil organisés, et les gens savent que c'est entre 4 heures et la journée. Avec une organisation en associant évidemment les CCAS et bien sûr les maires, qui sont les premiers acteurs, pour aussi trouver une occupation pour la population, les nourrir, ne pas les parquer, je veux dire, dans un endroit sans occupation. Là, on serait dans une dynamique de départ où on n'aurait pas eu l'occasion, j'allais dire, de préparer la chose. Et il nous arrive souvent, en matière d'intempéries, d'avoir aussi à accueillir des milliers de personnes en intempéries au bord des routes. Donc là, on est bien dans cette organisation où il faut en quelques heures monter de l'accueil, de la nourriture, aller chercher les gens, organiser. Donc on a quand même des points de référence pour le faire, on n'est pas sans rien. Mais force est de constater, et c'était aussi une question que vous aviez posée à Monsieur le ministre d'État, non, on n'a jamais organisé d'exercice en réalité, personne ne l'a jamais fait, de dire, voilà, on testerait sur l'équivalent de Fukushima, pour dire une population et un territoire, on vous évacue sur une journée pour tester la chose. Je pense que ce serait assez inédit.
Est-ce acceptable d'ailleurs par la population et par le tissu économique? C'est une question que je pose et qui revient sur la résilience des territoires. Donc oui, il y a des limites, oui, il y a des problèmes. Est-ce qu'on s'y prépare? Oui. Est-on en capacité de le faire? Oui. Est-on en capacité, j'allais dire, de le faire de manière normée, de vous amener aujourd'hui un plan pour dire que je peux vous assurer que de la minute T0 à la minute H, 3 jours, on peut vous décliner minute par minute ce qui se passerait? La réponse est non. Parce que tous les territoires sont différents, la cinétique de l'événement, il y a beaucoup de facteurs qui aujourd'hui sont assez aléatoires. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans la préparation des exercices de crise, en tout cas ce qu'on appelle le tabletop en termes techniques, c'est-à-dire les exercices de cadre, on majore systématiquement l'exercice. Je vous donne un exemple, j'avais été à l'époque challengé par mon auditeur de gauche sur un exercice dans le Cotentin, où l'exercice s'arrêtait à l'évacuation de Cherbourg, et c'est moi qui ai dit on l'a fait. On l'a joué sur table. Et ça a pu démontrer ce que je vous disais là, c'est-à-dire 200 000 personnes, où on trouve les trains, les voitures, les véhicules, les limites, l'engagement de la zone. Enfin, c'est des sujets, voilà, on s'y prépare. Et on va progresser forcément dans le temps. Ensuite, en tout cas, il faut bien se rendre compte, c'est que quelle que soit l'évacuation, même si c'est sur un petit nombre de populations, elle prendra du temps. Ce n'est pas quelque chose qui est immédiat, ça demande un peu de temps. Mais dans les cinétiques d'exercice que nous avons du temps sur ces accidents-là. L'effet domino, oui, il est pris en compte, bien évidemment, et il est pris en compte de plus en plus par croisement de cinétiques, notamment sur la partie sécurité. Et non plus sûreté. Et d'ailleurs, en France, sur les autorisations d'exploitation des installations classées pour l'environnement, les ICPE, l'effet domino est systématiquement pris en majoration. Systématiquement. Les DRAL le font. Et là, c'est toujours le préfet de département qui en parle. Souvent, les industriels viennent nous contester ce domaine parce que ça majore évidemment les coûts. Mais nous le prenons en compte. Nous le prenons en compte dans l'autorisation et dans la partie de conception du PPI, pour le nucléaire comme pour tout autre événement. Alors ensuite, il y a des effets majorants qui ne peuvent pas être pris en compte parce qu'on est dans quelque chose qui ne peut pas être prévisible. L'effet majorant, c'est quand on connaît. Si on ne connaît pas, c'est compliqué de dire ça va se produire. C'est typiquement ce qui se passe Fukushima, c'est-à-dire que les Japonais avaient imaginé qu'il pourrait y avoir tsunami dans la zone, donc ils avaient dit ça ne dépassera pas telle hauteur. Bon, force est de constater que ça n'a pas été le cas. Voilà, donc on peut avoir ce genre de sujet. Peut-on prévoir tous les effets dominos? Il le faudrait. Je ne peux pas vous donner de réponse absolue, mais en tout cas, on essaie de le faire. L'addition des moyens, oui, la totalité des moyens sont additionnés, sont connus et répertoriés. Nous travaillons, quelle que soit la crise, et le nucléaire n'est qu'un élément de l'ensemble, entre nos PC de gestion de crise. Donc moi, je dispose d'un organe qui fonctionne H24 qui s'appelle le COGIC, donc qui est à la fois un organe qui collecte la totalité des informations qui proviennent de la totalité des services d'incendie de secours et des préfectures. On fait des synthèses, mais aussi bascule en organe de gestion de crise, en état-major de gestion de crise, lorsqu'il faut qu'on reprenne la main sur le niveau local, ou qu'on l'accompagne. Les armées disposent d'un centre de crise qui est le CPOA. Les forces de police sont chacun leur, et nous travaillons en réseau complet et total, et on se regrouperait évidemment sous l'égide du Premier ministre en cellule interministérielle de crise, qui est l'organe de gestion des crises et qui dépend de ma direction. J'en suis, si je puis dire, l'exécutant et le mettant en avant. Ça facilite également la création. Les moyens sont connus au jour, mais sont très variables. Donc effectivement, on les additionnerait, mais ils sont connus, et c'est d'ailleurs ce qu'on présente en fonction de ce qu'on aurait besoin, avec un taux de mobilisation, ce qu'on fait d'ailleurs très très régulièrement. Les moyens de l'Union européenne, dans le cadre du mécanisme européen de protection civile, le mécanisme fonctionne très simplement. Il y a un organe qui correspond à notre COGIC à Bruxelles, qui s'appelle ERC, donc Emergency, etc., gestion de crise. Coup de téléphone, on dit voilà, nous aurions besoin, je vais dire n'importe quoi, de
de 50 grues de tel domaine, de 10 000 tenues radiologiques, on en a besoin pour 4 heures. Non, 4 heures, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Immédiatement, l'ensemble des centres de commandement des pays sont avisés par un message qui est un mail, qui est visé, et réponse dans les délais, ensuite acheminement entre les pays avec prise en charge financière par l'Union européenne pour tout ou partie. Et nous déclarons des modules d'intervention. D'ailleurs, la France est le pays qui est le plus loin en tête de ces modules, puisque nous en avons 21, que nous mettons, un module est en fait une capacité opérationnelle, que nous mettons à disposition de nos collègues européens. Le pays qui est le plus derrière nous, on en déclare 9. Ça vous donne le niveau sur 54 déclarés. Pour autant, je pense que sur ce domaine du risque nucléaire et chimique, je pense que l'Europe doit se doter d'une capacité un peu améliorée. Et nous y travaillons, c'est une des propositions qui est sur la table dans la modification du mécanisme qui pourrait être adoptée à la fin de l'année. Donc on n'est pas dans la science-fiction, c'est quelque chose d'assez rapide. La résilience des territoires, enfin, monsieur le député, c'est une question complexe. Est-ce qu'il s'agit de la résilience loin derrière une question type Fukushima dans la zone qui a été évacuée? Est-ce que c'est ça la question? Ou est-ce que c'est... on a une zone concernée, comment subit-elle un choc économique et humain après un accident? C'est-à-dire, elle n'a pas été concernée, j'allais dire, par une évacuation, une contamination. On est dans la zone proche. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un exemple en tête. En février 2016, à Flamanville, une information fausse il y avait en fait un incendie tout bête vous vous souvenez, d'un alternateur qui avait dégagé beaucoup de fumée. Une photo qui avait été prise par un acteur de la centrale était sortie. 10 minutes après, c'était sur la planète Monde. Et donc, la centrale de Flamanville avait explosé. Et donc, j'ai dû lutter pendant 10 heures sur la totalité des médias internationaux pour expliquer que c'était un banal accident industriel dans un site qui ne l'était pas. Mais que ça n'avait absolument rien de nucléaire. Mais c'est là où je voulais en venir, c'est que j'ai reçu un coup de fil d'un média japonais qui, lui, était prêt à passer un article internet pour dire « n'achetez plus de yaourt normand ». Oui, mais non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc il n'avait pas sorti son information, mais heureusement qu'il y a eu le réflexe, on a pu se parler. Voilà, donc effectivement, la résilience des territoires, elle est à lire aussi à l'aune d'explications. Et je pense qu'on en revient à la question de Madame la rapporteure tout à l'heure sur la communication des populations, mais ça va largement au-delà, Oui, et sur ça, enfin, il y a des questions qui viennent avec ce que vous dites, mais quand vous devez, si vous devez réquisitionner un certain nombre de véhicules, par exemple, et des bus, vous devez réquisitionner aussi des chauffeurs. Est-ce que ça, c'est possible? Un chauffeur disant ah non, moi je veux pas aller sur cette zone-là, c'est trop dangereux. Quels sont vos moyens d'action? Le droit de retrait, ça nous arrive fréquemment. Ça nous est arrivé il y a quelques semaines sur un autre type de situation. Dans ces conditions-là, nous rechercherions parmi les forces de sécurité et les forces de l'ordre ceux qui seraient en capacité de remplacer les chauffeurs. Tout simplement, on a quand même pas mal de personnes qui ont le permis. Voilà, ça fait partie des aléas de gestion de crise, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on a une capacité de moyens qui est présentée, qui est toujours à 100%. Les aléas de la vie font que par rapport aux moyens totaux, mais c'est pareil pour tous les pays du monde, vous n'avez jamais 100% de la capacité qui est disponible aujourd'hui. Les gens sont en congé, ils sont malades, ils sont en stage, on a affaire à des machines qui peuvent tomber en panne, etc. Le tout, c'est qu'on puisse avoir une capacité sur un contrat opérationnel qui nous permette de traiter le sujet. Voilà, c'est ce à quoi nous veillons, de ne jamais tomber. Mais vous n'avez jamais 100% des moyens, c'est impossible. Mais effectivement, ça ferait partie des aléas, et je vais presque dire des joyeusetés d'une gestion de crise de ce type. On peut comprendre que des gens soient inquiets et nous disent moi, je n'ai pas envie d'aller jusqu'à là-bas. C'est possible. Mais il faudra qu'on trouve des solutions, et les solutions seraient effectivement celles-là, c'est-à-dire de remplacer les conducteurs par des conducteurs des services d'État. Bien sûr.
Non, nous n'avons pas cette liste-là, mais les unités les ont. Je suis incapable de vous dire qui a le permis, le permis de transport en commun. Mais si vous me posez la question, on est capable de vous dire, on poserait la question à tous les services concernés, il faudrait que, sans doute une quinzaine de jours, ils nous remonteraient le nom. Enfin, c'est possible de l'avoir, ça. Mais on ne tient pas à jour cette liste. Voilà. Et puis, j'allais presque dire, en nécessité, on ferait conduire qui est incapacité de le faire, hein, s'il y a urgence. Je veux dire, l'objectif de résultat pallierait en urgence, c'est ce qu'on fait d'habitude. Hein. C'est-à-dire que y a le temps, j'allais dire, de la normalité et le temps de la gestion de crise où il faut pousser les murs. Hein.